Bonjour, nous sommes le 3 juillet 2020 et aujourd'hui il s'appellera du titre de ce livre, voilà, enfin du titre de la série qui s'appelle La chute de la météorite Trump. Et là, c'est le premier volume, premier tome. Je ne sais pas combien il y en aura, mais en tout cas, celui-là s'appelait donc Un objet populiste mal identifié. Le volume sur lequel je suis en train de travailler, parce qu'on va essayer de sortir voilà, le deuxième tome à la rentrée, avant les élections présidentielles américaines. Je vous ai dit que j'hésite pour le titre entre L'homme de Moscou et Haute trahison. Et, mais ce dont je vais vous parler, c'est pas de ça. Je vais vous parler d'un autre livre. Et cet autre livre, voilà, vous en avez déjà entendu parler. Ça s'appelle The Room Where It Happened, White House Mémoire par John Bolton, former National Security Advisor of the United States. Voilà, il a tenu à mettre son titre, le titre quand il était à la Maison Blanche. J'ai encore ce livre, il m'est arrivé avant-hier. J'ai encore eu le temps de lire que de 10 pages. Alors bon, je ne vais pas vous dire tout ce que je pense d'un livre dont j'ai lu encore que 10 pages, mais je peux vous parler des 10 pages que j'ai lues. Voilà. Et j'ai le sentiment que c'est un livre que je lirai jusqu'au bout. Alors, c'est en petit caractère et il y a 500 pages, donc il y a de la lecture. Je ne connaissais du livre jusqu'ici que les bonnes feuilles qu'on avait publiées ici ou là et les commentaires des gens qui l'avaient lu rapidement. Et à partir de là, j'avais pu dire, avant même d'avoir ouvert le livre qui ne m'était pas arrivé, j'avais pu dire que, à mon sens, ça ne ferait pas une différence quant à la chute de M. Trump. D'abord parce que la chute de M. Trump est en train de se produire pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec les livres, ni avec ce qu'il a fait, ni avec les livres particulièrement scathing, particulièrement cruels sur la personne qu'il est. C'est un monsieur qui, pour le moment, est tombe en vrille pour une raison qui n'a rien à voir avec ses adversaires humains. C'est la manière dont il le gère, ou non, plutôt dont il ne gère absolument pas la crise du coronavirus, qui fait que, alors que la courbe du nombre de cas et la courbe du nombre de décès suivait assez bien celle, avec un tout petit peu de retard, euh, celle des pays européens, c'est-à-dire d'un pic suivi d'une décroissance très très forte, et qui fait qu'on en est maintenant à un nombre de cas limité, maîtrisé dans les pays européens. Là, aux États-Unis, la courbe a monté. Elle est arrivée à un pic, voilà, le pic a commencé à suivre la même voie que dans les pays européens, c'est-à-dire une décroissance. C'est plus vraiment, c'est un pic, mais voilà, on redescend vers le niveau de la mer. Et là, tout à coup, ça a repris. Ça a repris, et ça, je vous ai tenu au courant du fait de l'absence d'une politique coordonnée au sommet. Essentiellement parce qu'il n'y a pas de politique définie par Trump. Il y a des politiques définies par son administration qui ressemblent plus ou moins à ce qu'on a fait en Europe, mais elles sont torpillées par le président lui-même, qui remet en doute ce qu'il dit lui-même dans une déclaration officielle. Il le met en doute aussitôt dans ses déclarations à la presse. Il refuse de porter le masque parce que ça le ferait passer pour un CC, voilà, une couille molle, et donc il veut pas parce que c'est le personnage. Mais surtout, et là, ça c'est une analyse que font pas les commentateurs américains, parce que c'est curieux, ils sont vraiment, je dirais, ils sont mentalement au-delà d'une interprétation en termes religieux de M. Trump. Ils savent qu'il est à l'écoute des évangéliques, qui ont donc une représentation, je dirais, de la religion extrêmement simplifiée. Ils le savent, mais ils ne voient pas qu'il fonctionne selon ces critères-là. Ils ne voient pas que pour Trump, une maladie de ce type-là, un fléau, c'est quelque chose envoyé du ciel pour punir les méchants et récompenser les bons. Ce qui le conduit à répéter, c'était avant-hier, ce qu'il avait déjà dit au mois de janvier. Au mois de janvier, on lui a trouvé des excuses pour avoir dit c'est un truc qui disparaîtra miraculeusement du jour au lendemain. Il a répété ça avant-hier.
alors qu'on arrivait au chiffre symbolique de 50 000 nouveaux cas. On dépassait les 50 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis. Donc, c'est non seulement reparti, mais ça prend une ampleur maintenant qui est très, très considérable, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a pu voir dans les autres pays, qui ont tous su plus ou moins maîtriser plus ou moins rapidement la crise, ce qui n'empêche pas la possibilité, bien entendu, d'une seconde vague, mais on su la maîtriser. Les États-Unis, il y a eu une semblance de maîtrise. Il y a eu du confinement dans différents États, mais c'est reparti partout. Même la Californie, qui semblait avoir maîtrisé la chose il y a quelque temps, les gens, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'autres disciplines. Les gens se sont retrouvés sur les plages, se sont retrouvés dans les bars. Vous savez, la Californie, c'est un endroit où il fait beau, voilà, 4 jours sur 5 dans l'année. Quand il fait mauvais, c'est très très court. Quand il fait 15 degrés, les dames sortent leur manteau en fourrure parce que sinon, elles n'auraient jamais l'occasion de les sortir. J'ai vu ça. Il fait beau, il fait chaud. Je ne parle pas tellement quand on arrive à San Francisco, là on arrive à je dirais à des climats comme à Nice ou à Biarritz, mais à Los Angeles, voilà, on a des climats voilà, où il se passe rarement, où il pleut rarement. Quand il pleut, ce sont des pluies de genre de mousson qui ne durent pas très longtemps, qui emportent tout avec elles d'ailleurs, mais euh, qui sont des pluies extrêmement violentes et rapides et qui en particulier dans les canyons emportent tout ce qui se trouve là et en particulier je pense à des quartiers où j'habitais les habitations de construction modestes comme les constructions en bois, des choses de cet ordre-là. Moi, je pense à des souvenirs, je pense à une maison où j'habitais et où j'ai vu des photos après, quand j'étais déjà rentré en France, j'ai vu des photos du tas de bois, des tas de bois que c'était devenu quand il y avait eu une pluie torrentielle. Alors, monsieur Trump, donc, c'est quelqu'un qui pense en termes d'élus et de gens punis par des fléaux. Et je l'ai dit, si jamais il devait l'attraper, lui, là, il verrait ça voilà, comme un message du ciel, il serait terminé. Et déjà, on voit sa confiance en lui-même est en train de disparaître complètement parce que la marée monte, c'est pas une marée, c'est une marée de pandémie, mais là il a le sentiment que le ciel est en train de le trahir et c'est ça le genre de choses qui peut le miner intérieurement et une fois pour toutes. Il est de plus en plus déboussolé. Il ne dit pas des choses plus déraisonnables qu'avant. Non, c'est difficile. Il avait atteint des sommets assez rapidement. Mais le personnage perd sa confiance en lui. Il est convaincu que, voilà, que l'économie va repartir et que et que c'est ça qui va le sauver aux élections. L'autre chose qui doit le miner, c'est que ses appels à l'insurrection armée n'ont rien donné. N'ont rien donné. À mon avis, il compte là-dessus. Il compte peut-être encore là-dessus au moment des élections pour essayer de contester dans la rue le résultat des élections. Mais c'est en novembre et j'ai l'impression que sa confiance en lui va encore prendre un très très mauvais coup d'ici là. Alors, les gens le suivaient plus ou moins sur l'histoire de ne pas mettre de masque dans son entourage. Et ça, c'est terminé. Il y a les sénateurs républicains, ceux qui ont saboté l'idée même d'une d'une destitution, d'un processus d'impeachment au niveau du Sénat. Même ceux-là mettent des masques, disent qu'il faut mettre un masque, que c'est pas une question que c'est une question scientifique, que ça n'a rien à voir avec autre chose. Et là, donc, même son entourage le conteste, son entourage le plus proche, son dernier carré, le conteste, ça ne doit pas être très bon pour
pour sa santé mentale. Il lance des tas de tweets, mais tous ces tweets sont sur des scandales qui n'ont plus rien à voir avec, ce qui préoccupe les gens, qui est donc cette vague montante, ce tsunami du coronavirus qui est en train de dévaster les États-Unis. Il a tonné l'autre jour parce que le maire de New York a décidé que dès qu'on écrive sur Fifth Avenue, voilà, sur l'endroit dont Trump disait, même si je tue quelqu'un sur Fifth Avenue, bon, disons les Champs-Élysées, il se passerait rien, on ignorait ça. Et maintenant, sur ce Fifth Avenue où on pourrait, où Trump imaginait qu'il pouvait tuer les gens impunément, on est en train d'écrire en grandes lettres Black Lives Matter et les vies des Noirs comptent. Et qu'est-ce qu'il arrive à dire? Il arrive à dire que c'est une incitation à la haine. Alors que, bon, au contraire, bien entendu, c'est une incitation à ce qu'on dépasse, euh, la guerre de sécession qui n'a pas été terminée. Et ça, vous le savez, ça je vous l'ai dit. Donc ça, ce sont des papiers, ce qui se trouve là-dedans, ce sont des billets que j'ai écrits essentiellement de 2015 à la fin de 2017. Et le thème principal peut-être du livre, c'est ce thème qui paraissait curieux, dont il paraissait curieux que je l'évoque et que j'en fasse quelque chose d'aussi central. C'est justement le fait que la guerre de sécession aux États-Unis n'avait jamais été véritablement terminée, qu'on n'avait pas mis un point final. Un thème que les Américains ne discutaient pas à l'époque où moi j'en parlais, et qui n'est devenu d'actualité que 3 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant autour justement de tout ce qui s'est passé autour de la mort de monsieur Floyd. Voilà, mais c'est pas non. Mais je voulais vous parler donc du livre de Bolton, et je vais le faire. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que j'avais le sentiment que ça ne ferait pas de différence dans la destitution de Trump, et c'est ce dont je viens de vous parler. Mais ce que je n'avais pas vu le livre lui-même, et je n'avais pas lu même une seule page, je veux dire en commençant du début. Et là, il y a quelque chose de différent, dont les commentateurs que j'ai pu lire n'ont pas parlé. Certains ont dit c'est très mal écrit. C'est très mal écrit. Et bon, je me disais, c'est très mal écrit. Et je commence à le lire et je comprends ce qu'ils veulent dire. Tous ces ouvrages de ce type-là, des mémoires, sont écrits exactement de la même manière aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la personne écrit un texte, éventuellement, ou bien ce sont simplement des entretiens enregistrés, et il y a des écrivains professionnels dont le nom n'apparaît pas, ou en tout petit, voilà, en 4e page, des professionnels qui écrivent le livre. Et donc, ils se ressemblent un peu tous, parce qu'ils sont tous écrits avec les mêmes effets de manche, avec les mêmes tics de langage, qui sont ce que les éditeurs imaginent que le public va aimer, etc. Et là, tout de suite, vous ouvrez le livre, vous lisez les 2 premières pages, et vous apercevez que c'est pas ça. On a l'impression, au scandale, d'un livre écrit par son auteur. Voilà, c'est écrit par quelqu'un qui a envie de raconter quelque chose et qui le raconte à sa manière, qui n'est pas exactement la manière des écrivains professionnels qui réécrivent vos livres si vous envoyez un manuscrit. C'est arrivé aussi pour le livre que j'ai publié aux États-Unis. Moi, je l'avais écrit dans l'anglais que je connaissais, c'est-à-dire l'anglais d'Angleterre, et ça a été traduit on pourrait mettre traduit en américain par un Américain. Voilà, c'est-à-dire avec des phrases plus courtes, un anglais extrêmement simplifié, tous les mots, je dirais un petit peu rares. C'est typique. Aux États-Unis, vous ne trouvez pas l'anglais de Shakespeare dans la langue, alors qu'en Angleterre, il est très difficile d'éviter l'anglais de Shakespeare dans la langue quand vous parlez à des universitaires, des journalistes de bon niveau, des chroniqueurs. Tout ça, c'est l'anglais de Shakespeare, totalement absent de l'américain en partie, ce qui contribue à ce qui est une simplification du langage. Donc, première remarque sur M. Bolton, apparemment un livre qu'il a écrit lui-même. Et
Et je comprends peut-être davantage son insistance à ce que, voilà, à ce que ce livre ne passe pas inaperçu. Il a l'impression d'avoir fait quelque chose. Il a raconté l'histoire comme il le voulait, dans les termes qu'il veut, de la manière qui lui convient, en racontant les choses à sa manière à lui. Et il y a donc, dans le fait d'avoir refusé qu'on diffuse ce livre prématurément, le risque qu'on ne le lise pas, j'ai l'impression que c'est pas lié à l'argent, parce qu'il a d'autres moyens de gagner de l'argent que de vendre des livres, c'est qu'il a eu peur qu'on ne lise pas son livre. Voilà. Il est fier de son livre. Ça, c'est évident dans les 10 premières pages que j'ai lues. Alors, qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui apparaît d'autre? Là, c'est très très frappant, et ça non plus, je ne l'avais pas vu, parce qu'il faut le lire pour le comprendre. Il y a peut-être un impact, il y aura peut-être un impact sur la carrière de Trump, non pas dû au contenu de ce qui est écrit, excusez-moi, de ce qui est écrit véritablement sur les événements, et donc là je vous avais dit, bon, les événements, d'autres les connaissaient et en ont déjà parlé, mais le ton lui-même, c'est d'une parenthèse qui se referme. C'est une notice nécrologique, c'est de dire, bon, cette affaire de Trump, c'est terminé, on peut en parler sur le ton du médecin légiste qui analyse le cadavre. Et ça, je suis sûr que les gens qui lisent le livre, sans se poser de questions sur le style, sur les événements particuliers, ça vous prend dès le départ. C'est un livre qui parle d'une affaire terminée. Et ça, je suis sûr que dans l'entourage tout proche, que si Madame Ivanka Trump lit ça, que si Monsieur Jared Kushner lit ça, que si Madame Melania Trump lit ça, ils doivent se dire, voilà, c'est ce qu'on écrit comme, c'est une épitaphe. C'est une épitaphe. Et là, il fallait que j'ouvre le livre pour le voir. Dans les 10 premières pages, quant au contenu, Bolton parle essentiellement de sa déception du fait qu'il n'est pas nommé ministre des Affaires étrangères quand Trump lance son gouvernement, et alors que tout le monde lui dit autour de lui, et qu'il en est convaincu lui-même que ce serait tout à fait logique, il ne pense pas qu'il est le seul candidat possible, mais tout le monde lui dit, ben, vous êtes un choix qui conviendrait à Trump, et il a la puce lui mise à l'oreille par le fait que Trump lui-même lui dit, et un poste de ministre des Affaires étrangères adjoint, est-ce que ça vous conviendrait, State Secretary? Et il dit non, 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 il dit non, et il donne la raison, il dit celui qui serait ministre saurait que j'ai été interviewé pour le job, et il aurait besoin d'un goûteur qui, voilà, il saurait que je risque de l'empoisonner, et donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc si on me donne pas le poste de ministre des Affaires étrangères, je veux pas celui de ministre adjoint, parce que ça gâcherait de toute manière la relation que je pourrais avoir avec le ministre. Et là, il comprend pas trop, Bolton, pourquoi il n'est question pour lui que de ministre adjoint. Et ça, c'est parce qu'il ne sait pas que le choix a déjà été fait. Et c'est là, il y a déjà, je dirais, un scoop dans les 10 premières pages. Alors qu'on le sait, la personne qui sera nommée, ce sera Rex Tillerson. Et Rex Tillerson n'a pas un profil de ministre des Affaires étrangères. Il a été le patron de Exo. Et son seul mérite pour être ministre des Affaires étrangères, c'est le fait que c'est un ami intime de Vladimir Poutine, qu'il a été décoré. Il est décoré par de médailles russes. Et donc, ce qui apparaît dans ces 10 premières pages qu'on savait, mais donc que l'on voit par un regard intérieur d'un bonhomme qui se dit mais c'est moi qu'on va nommer, ça fait pas un pli, et dans le milieu on se dit bon c'est lui ou un autre candidat sérieux, mais c'est pas celui qui va apparaître comme la personne qui va être nommée, qui ne restera pas énormément de temps.
pour des questions surtout de manque de compétences, de ne pas savoir comment on fait ce type de métier, mais c'est l'homme de Moscou. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans les 10 premières pages. Je suis sûr que je vais trouver d'autres choses, ou alors des remarques voilà, sur le style, sur ce qui est dit sans être dit, ou alors carrément sur des stratégies, des tactiques de M. Bolton dans ces pages-là, qui ne seraient pas évidentes. Je m'attends à ce qu'il défende le courant qui est le sien à l'intérieur du Parti républicain, donc celui d'un archi-conservatisme, d'un ultra-conservatisme, d'une politique agressive voilà, de domination impérialiste du monde par les États-Unis. C'est ça l'orientation de Bolton. Et quand je vous ai parlé de ça, en vous disant qu'il ne pouvait pas abattre tout seul Trump, parce qu'il n'est pas dans il est dans un courant très classique, très traditionnel du Parti républicain, celui des néoconservateurs, mais qui n'a pas le vent en poupe en ce moment. Et j'aurais pu mentionner plusieurs noms représentant ce courant. Je n'ai mentionné que celui d'un peu du premier théoricien, qui est M. William Kristol, Bill Kristol. Et aux surprises, c'était avant-hier, aux nouvelles, ce monsieur que je n'ai pas vu interviewer pendant des années et des années, il est interviewé et il fait une charge violente contre Trump, non pas en tant que représentant allié du Parti démocrate, mais en tant que représentant du Parti républicain. C'est le moment, je vous l'avais dit, moi je vous l'ai dit avant les élections, au moment où Trump est apparu comme le candidat du Parti républicain contre l'appareil, je vous l'ai dit à ce moment-là, je vous l'ai dit en 2015, et vous le trouverez sans doute dans le bouquin, euh, dans les premières pages du bouquin, les gens qui auront la peau de Trump, ce ne seront pas les démocrates, je l'ai dit en 2015, vous pouvez le voir écrit, ce ne seront pas les démocrates, ce seront des républicains qui l'abattront, ils auront attendu leur vengeance comme un plat qui se mange froid, et c'est eux qui le feront tomber. On va voir, il peut encore se passer plein de choses. Et il y a des choses que moi j'avais prévues. J'avais prévu que j'étais presque sûr que le rapport Mueller allait, allait abattre Trump. Bon, j'étais prudent, je suis toujours prudent. Je dis, on ne sait pas, hein, on ne peut pas être entièrement sûr, mais etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, bon, il y a eu deux choses. Il y a eu le torpillage du livre par le ministre de la Justice, William Barr, qui a dit il n'y a rien là-dedans un mois avant que les gens puissent lire le texte. Mais surtout, le fait qu'on ait vu quand Robert Mueller est venu devant témoigner, quand finalement les démocrates n'ont pu le faire venir, on a vu un monsieur très diminué, un monsieur qui cherchait ses mots pour ses phrases, qui ne comprenait pas toujours les questions qu'on lui posait, quelqu'un qui n'était plus en possession totale de ses moyens intellectuels, et c'était lui la personne sur lesquelles les démocrates comptaient tant. Et j'ai vu les visages des démocrates en disant merde, c'était pas l'homme qu'on attendait, et voilà, ces hésitations n'ont pas aidé. Mais ça, bon, ça c'est ce sont les Deus ex machina, les choses auxquelles on ne pense pas. Ceci dit, bon, l'affaire suit son cours, sans quoi je n'aurais pas donné au billet présent le titre de la chute de la météorite Trump, ressuscitant celui que j'avais donné dès le départ pour la série des livres. Voilà, allez, à bientôt.